le vélo. Punchline, 18h-19h. Thomas Bonnet sur CNews et Europe 1. Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline. Il va falloir trouver rapidement une réponse à l'émotion du pays. Les obsèques de la jeune Liana se sont tenues en toute dignité cet après-midi. Une ville entière, un pays entier pleure sa fille. Il faudra apporter des réponses aussi à ce fiasco judiciaire. Une justice qu'il devient de plus en plus difficile de comprendre. Pendant que le meurtrier présumé de Liana était laissé libre malgré les alertes, d'autres dossiers nous donnent une impression différente. Le zèle, par exemple, avec lequel la justice s'acharne contre Florian M., le policier auteur du tir contre Naël, a de quoi nous interroger. Après une décision de la Cour de cassation, on a appris aujourd'hui que la qualification de meurtre pourrait finalement être retenue contre le fonctionnaire de police. La justice est donc capable de se montrer implacable contre les uns, laxiste contre les autres. Le sentiment qui prédomine est celui d'une justice à deux vitesses, des magistrats qui laissent des émeutiers et des prédateurs dehors pendant qu'elle accable les policiers ou les hommes politiques. Cette justice, ou plutôt ces injustices, nourrissent le sentiment de colère qui, n'en déplaise au président de la République, nous donne parfois envie de crier. On en parle ce soir dans Punchline en direct sur CNews et sur Europe. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline. Thomas Bonnet. Et avant de vous présenter les invités qui m'accompagnent ce soir, on fait le point sur l'actualité avec Valérie Acquenin. Bonsoir, chère Valérie. Bonsoir Thomas et bonsoir à tous. À la une, les obsèques de Liana ont eu lieu au cimetière de Fleurance. De nombreux habitants de la commune ainsi que ses proches étaient présents pour rendre hommage à la jeune collégienne de 11 ans. Un moment de recueillement lors d'une cérémonie bouleversante afin de ne pas troubler le moment de deuil de la famille. L'inhumation de la petite Liana s'est déroulée dans la plus stricte intimité. Des motards se sont aussi donné rendez-vous à Auch en fin de matinée afin de former un cortège vers Fleurance pour la jeune fille partie beaucoup trop tôt. Dans le reste de l'actualité et à suivre sur Punchline, l'affaire Naël. La Cour de cassation casse l'arrêt de renvoi pour violence ayant entraîné la mort. Elle estime que la qualification d'homicide peut être retenue et demande à nouveau à la chambre d'instruction de se prononcer. En tirant avec une arme à feu à faible distance dans l'habitacle de la voiture et alors qu'il avait très peu de visibilité, le policier avait nécessairement conscience qu'il existait un risque létal pour le conducteur, écrit la Cour dans son arrêt. L'affaire du policier auteur du tir ayant tué Naël Merzouk en juin 2023 est donc renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles. Actualité internationale, le ministre iranien des Affaires étrangères assure qu'un accord entre son pays et les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient n'avait jamais été aussi proche. De leur côté, les Américains affirment que Téhéran a accepté de démanteler son programme nucléaire et de se défaire de son uranium enrichi. Un haut responsable ajoute que le détroit d'Ormuz sera ouvert et que les groupes terroristes ne seront plus financés par l'Iran. Conséquence économique de la guerre en France, l'inflation est en hausse. Elle atteint 2,4%, mais sur un an, selon l'INSEE. Cela se traduit, comme en mars et en avril, par une accélération de la hausse des prix de l'énergie portée ce mois-ci par une hausse des prix du gaz, plus de 11,3%, après une baisse de 3,1% pour le mois précédent. Cette inflation a aussi été soutenue par la hausse des prix des services, plus 2,1% ce mois-ci, après une hausse de 1,8% en avril. Les obsèques de Bernadette Chirac en la basilique Sainte-Clotilde à Paris, un lieu symbolique pour le couple qu'elle formait avec l'ancien président de la République, car c'est dans cette chapelle que Bernadette et Jacques Chirac se sont mariés. C'est également là où s'étaient tenues les obsèques de leur fille aînée Laurence en 2016. De nombreuses personnalités du monde politique étaient présentes. Un hommage en Corrèze, département où elle a été élue de 1979 à 2015, lui sera également rendu ce dimanche. Pour terminer, une pensée pour notre confrère Christophe Glaise, toujours détenu en Algérie. Je rappelle qu'il a été condamné à 7 ans de prison en décembre dernier. Il a renoncé à son pourvoi en cassation, ouvrant la voie à une possible grâce du président algérien. CNews et Europe 1 continuent de réclamer sa libération immédiate et sans condition. Merci
Valérie. Véronique Jacquier est avec nous. Bonsoir, chère Bonsoir Véronique. Thomas, bonsoir à tous. Guylain Benessa est avec nous. Bonsoir, vous êtes avocat, auteur également de livres Nos maîtres. Redites-moi le titre du livre. Nos vrais maîtres. Nos vrais maîtres. Ça parle de la justice. On va avoir besoin évidemment de votre éclairage. Marc Varnaud est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir cher Marc. Mathieu Vallet. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé, porte-parole du Rassemblement national. Avec vous, dans quelques instants, on abordera l'affaire Nahel. Vous êtes au contact régulièrement des policiers et vous allez nous dire ce soir aussi ce que vous pensez de cette décision de justice. Je salue Célia Barotte de notre service police-justice, justement pour nous apporter toutes les informations sur cette affaire. Et puis Olivier Benkemoun, bonsoir. Salut. Cher Olivier, vous étiez tout à l'heure aux obsèques de Bernadette Chirac et vous nous rapporterez l'émotion, la gigantesque émotion qui s'est emparée de cette basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris. Très politique. Et en plus très politique, bien sûr. On commence bien sûr avec cette information qu'on a appris aujourd'hui. La Cour de cassation a développé un arrêt et on pourrait donc, Célia Barotte, avoir le policier auteur du tir contre Nahel poursuivi pour meurtre, ce qui n'était initialement pas le cas. Oui, pour rappel, alors la Cour de cassation, elle statue sur les textes, sur la procédure, pas sur le fond des faits, ni sur le fond de l'affaire, mais elle a annulé la requalification des faits en violence pour le policier auteur du tir. Alors cette décision, elle rouvre la voie à un possible procès pour meurtre, mais la Cour de cassation a expliqué qu'elle n'estime pas que la qualification d'homicide peut être retenue, mais que la qualification de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner n'a pas été suffisamment et correctement justifiée par la chambre de l'instruction. Elle renvoie devant la chambre de l'instruction autrement composée pour que la qualification soit réexaminée. Alors, beaucoup de mots, mais dans la pratique, eh bien, cela veut dire que la Cour de cassation renvoie à la chambre de l'instruction et notamment à la Cour d'appel de Versailles de réexaminer les faits, la procédure, de motiver davantage sa décision concernant la qualification de violence volontaire ayant entraîné la Mais mort. est-ce que ça veut dire qu'à la fin, il peut être poursuivi pour meurtre? C'est ça la finalité possible de cette décision? Eh bien, il y aura à nouveau une décision de la Cour d'appel de Versailles. S'ils estiment qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour motiver la qualification de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, eh bien, il y aura un procès pour meurtre. Mais sinon, on peut quand même s'attendre à un procès pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est une demande quand même de la Cour de cassation je me mets à la place des auditeurs. La justice, c'est quand même parfois très compliqué. Non, mais si on peut quasiment. Merci Célia Barotte. Désolé, c'est vrai que c'est compliqué. Si on peut quasiment en rire, parce qu'arrivé à un moment, il ne reste plus que le rire, c'est que la décision éventuellement que rendra Versailles est sujette également à une contestation. C'est-à-dire qu'on pourra avoir encore des recours. Encore un niveau judiciaire derrière. Juste un mot là, si on pouvait avoir le rappel là, des mots employés par la Cour de cassation, j'ai pas encore lu l'arrêt, il vient de tomber. Si on pouvait juste avoir un rappel, Thomas, si c'est possible, parce que Célia Barotte a dit quelque chose de juste et de complètement faux. Je m'excuse, c'est pas contre vous, c'est que tout ça vit d'un mythe qu'il faut faire tomber un jour ou l'autre, sinon ça sortira jamais. Vous venez de dire la Cour de cassation statue en droit et pas en fait. Ça veut dire qu'en gros elle regarde des textes, elle est objective, en gros elle est pure et parfaite. Voilà le mythe. Si la Cour de cassation écrit, je lis la chose que tout le monde peut lire. Si on dit que le policier avait, je cite, nécessairement conscience qu'il existait un risque létal pour le conducteur, ça veut dire que la Cour de cassation, qu'elle le veuille ou non, refait l'affaire. Ouais. Puisqu'elle se juge demande... Non, parce que justement, je vais vous donner une précision. Les termes que l'on mentionne sont présents dans l'arrêt, mais il s'agit de critiques à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction. On va pas rentrer dans les détails trop juridiques. Non, mais c'est juste pour expliquer que c'est pas la Cour de cassation qui explique ça. Non, mais moi, alors attendez, mais dans ce cas-là, c'est pas un extrait de l'arrêt. Si, mais eux-mêmes citent. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails trop. Oui, mais parce que qu'on le veuille ou non, on s'imagine qu'il y a des magistrats objectifs et d'autres qui font mal leur travail. Si la Cour de cassation juge cela, elle a quand même un avis d'une manière ou d'une autre sur un dossier. Ça veut dire qu'il y a quand même des hommes en chair et en os qui ont un avis. Là, ce sont les mots des parties. On a quand même l'illustration parfaite. On a l'illustration parfaite de l'ultra-poussiérage de la justice. C'est-à-dire que moi, cet échange, il est lunaire. Nous regarde ici, c'est incompréhensible. Il est lunaire. C'est incompréhensible. Le droit français aujourd'hui est incompréhensible. C'est trop compliqué. C'est trop long. Il faut tout simplifier. Il faut que les choses aillent vite. Et il faut qu'il n'y ait pas une tonne de recours pour les voyous. Mais ce qu'on comprend, Mathieu Vallet, malgré tout, c'est que le policier, on rappelle un peu la chronologie, Florian M, initialement poursuivi pour meurtre, finalement s'est requalifié en violence volontaire ayant entraîné la mort. Sans intention de... Et là, on pourrait rebasculer dans une poursuite pour meurtre. On se met à la place des policiers qui accueillent cette nouvelle
avec colère, on l'imagine. D'abord, je constate que sur ces recours, on a tout le gratin anti-flic qui était présent. Assa Traoré, Thomas Porte, député de la France Insoumise. Évidemment, quand il s'agit de faire la haine du flic et la politique du beurre sur la police, ils sont toujours présents. Donc, il y a une politisation de ce procès, évidemment. Et moi, je pense que les magistrats, comme lors des émeutes, mais là, comme là, lors de ce jugement, on la trouille de la rue, on la trouille des cités, on la trouille des émeutes. Voilà, c'est la réalité. Moi, je peux refaire le parcours à la version factuelle. Florian M, il a été jeté en prison comme un moins que rien, alors qu'on dit qu'il n'y a plus de place de prison. Ensuite, sa femme et son petit enfant ont subi une véritable vendetta les obligeant à déménager puisque leur adresse avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Ensuite, il a été muté dans une autre région de France que Libération a communiqué. Pour quelle raison? Pour quel intérêt journalistique? Je me le demande, même si évidemment je suis pour une liberté à 100% de la presse, mais qui met pas en danger et qui met pas des cibles sur les policiers et encore moins sur qui que ce soit. Et donc là, on a finalement un procès majeur qui se joue. Est-ce qu'aujourd'hui, un policier, un gendarme, pour protéger nos vies, peut faire usage de la force dans un dixième de seconde sans que derrière il y ait toute l'extrême gauche, certains magistrats du syndicat de la magistrature qui disent que c'est des crimes policiers et que c'est des violences policières, parce que c'est ça dont il est question. Et moi je vous le dis, s'il a un procès pour meurtre et qu'il est condamné pour meurtre, le flic ou le gendarme demain se dira: quel intérêt pour 2000 balles par mois j'ai de vouloir protéger mes concitoyens puisque je risque ma carrière, ma peau, ma famille, ma vie et mon avenir. C'est ça la réalité. Et moi je dis simplement, j'en termine là parce que c'est quelque chose qu'il faut dire factuellement, c'est que ce policier aujourd'hui n'a pas du sang sur les mains, il n'est pas un assoiffé de sang, il a essayé de faire du mieux possible en un dixième de seconde. Et je vous rappelle que on dit qu'il y avait un risque létal en tirant, mais le conducteur qui avait fait un refus d'obtempérer et qui redémarrait faisait provoquer un risque létal non seulement pour les policiers mais aussi pour les gens qu'il a failli cartonner, shooter sur le parcours comme on l'a vu sur les images de TF1 dans 7-8. Mais ça on l'oublie. Et il y a une inversion des valeurs qui est incroyable. Il y a des minutes avant où cette fameuse voiture jaune que conduit Naël circule dans les rues de Nanterre à vive allure. On rappelle qu'il n'a bien sûr pas de permis et donc c'est à l'issue de ce chemin, de cet itinéraire qu'il y a les images qui ont ensuite beaucoup circulé. On marque une très courte pause, on revient dans un instant dans Punchline. On réécoutera quand même les propos d'Emmanuel Macron parce que vous parlez à raison de l'extrême gauche, Mathieu Vallet, mais Emmanuel Macron avait eu des propos là aussi qu'on peut questionner juste après l'affaire Naël et peut-être qui aujourd'hui ont un impact aussi sur la manière avec laquelle les juges, la presse, peut-être pourquoi pas, analysent cette affaire. On marque une courte pause et on revient dans Punchline. À tout de suite. 18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline. Thomas Bonnet. Hello mon IA. Alors voilà, ma petite, grande famille, on cherche un SUV familial jusqu'à 7 places, confortable, d'une marque française et pas cher. SUV Citroën C3 Aircross ? Eh oui, en juin, SUV Citroën C3 Aircross est à partir de 15 990 € seulement, avec 8 ans de garantie WeCare. Portes ouvertes du 12 au 15 juin. Citroën. Offre particulier jusqu'au 30 juin pour un C3 Aircross U, prime reprise de 4 000 € déduite. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, pendant les jours Waouh, on fait le choix de vous proposer des fruits de saison à des prix ensoleillés. Jusqu'à dimanche, les abricots sont à seulement 2,85 € le kilo. Et grâce à votre carte Waouh, cagnotez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits Fred et Hall. Des abricots à 2,85 € le kilo? Merci de faire fructifier mes économies. Auchan, le choix, le bon. Offre valable en magasin, origine France, jour Waouh non valable le week-end. Conditions en magasin et sur Auchan.fr. Lexus. On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins, qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle. Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX, notre SUV compact hybride à partir de 269 € par mois. Entretien inclus. Lexus LBX LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 €. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur lexus.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Grand frais. Oui, c'est Nico. Dites pour commenter le match de foot en direct demain, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont de délicieuses tomates françaises à petit prix. Bon, on va se le dire, hein, un match de foot, ça se rejoue. Hein, alors qu'une promo sur les tomates, non. Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Jusqu'à samedi, les tomates allongées cœur ou tomates côtelées rouge ou noir sont à 2,29 € le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Origine France, catégorie 2. 18h-19h, Punchline sur CNews et Europe 1. Thomas Bonnet. Toyota. Quand tu conduis ta Yaris, tu fais des économies? Mais oui, c'est l'hybride qui consomme le moins du marché. Et si je la conduis, je fais des économies alors? Tu n'as pas le permis, Pierre. Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées reprises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 5 000 € sur la gamme hybride. Portes ouvertes ce week-end.
Toyota. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Montant de la prime variable selon modèle. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Chez But, le souci avec notre sélection de produits à prix coûtant, c'est que votre maison sera si bien équipée que vous ne direz plus « Chérie, soirée match ce soir ». Vous direz « Chérie, soirée but ce soir ». But. Et votre maison bat plus fort. Jusqu'au 22 juin, conditions en magasin et sur but.fr. L'info en continu, c'est sur Europe 1. Chérie, j'ai trouvé la voiture parfaite pour la ville. C'est la Leapmotor T03, la citadine électrique suréquipée, avec toit panoramique, caméra de recul, à partir de 139 € par mois sans apport. À ce prix-là, vive l'électrique. Leapmotor, lancez-vous. Retrouvez-nous en concession près de chez vous pour les portes ouvertes du 12 au 15 juin. LLD 36 mois à 30 000 km, prime Certinergie 380 € déduite pour une T03 neuve hors option. Réservé aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu'au 30 juin si acceptation crédit par. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Il est... comment dire... Bon ? C'est ça, il est bon ton jambon. Jambon de Bayonne. Ah bah oui. Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement. Pour votre santé, évitez de grignoter. Il y a toujours un moment où il faut être prêt à avancer, à agir, à se lancer. Est-ce que vous êtes prêt ? Bien sûr que vous êtes prêt. Vous l'étiez déjà quand vous avez dit oui à ce projet dont personne ne voulait. Ou quand vous avez pris la route à l'aventure un vendredi, sans plan précis, juste l'adresse d'un ami et une playlist. Ord. Punchline, 18h, 19h. Thomas Bonnet sur CNews et Europe 1. De retour dans Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1. On s'intéresse à cette décision de la Cour de cassation qui ouvre la voie à une possible requalification pour meurtre dans l'affaire du policier Florian M qui a tiré sur Naël. On est quand même à un moment où on traverse une séquence judiciaire où il y a une défiance XXL des Français pour la justice. Ils voient qu'il y a des défaillances. Dans l'affaire Liana, clairement, on va devoir identifier toutes les défaillances, mais le fiasco judiciaire est devant nos yeux. Ils voient que la justice, à l'inverse, est capable d'être extrêmement sévère contre des responsables politiques. Et puis les Français voient ce soir, la justice être capable d'être là aussi très très dure contre un policier dans l'exercice de ses fonctions. Son geste peut être interrogé, il peut y avoir une enquête, et c'est le cas. Ensuite, il y a une autre chose que de le qualifier de meurtre. Moi, je pense que là, on est à un point de bascule, Véronique Jacquet, dans la relation entre les Français et la justice. Cette affaire du policier qui a tiré sur Naël, elle est très symptomatique. Dans les enquêtes d'opinion, il y a une adhésion massive des Français pour leur police. Voir qu'un policier peut être renvoyé pour meurtre, ça choque, ça heurte tout le monde. Ça heurte. Sauf l'extrême gauche qui, je vois depuis tout à l'heure, publie des tweets pour se féliciter de cette décision, bien sûr. Oui, mais ça heurte, le contexte est complètement inflammable en plus. Donc on a du mal à comprendre une décision qui ne va pas vers une forme d'apaisement dans un dossier aussi complexe et difficile. Il y a 3 ans, justement, mourait Naël. Et à la suite du décès de ce jeune homme, on a eu quand même des émeutes qui ont duré jusqu'à la mi-juillet, avec des quartiers à feu et à sang. Depuis, on voit se dupliquer cette forme de guérilla pour le moindre événement. Donc, quand des personnes à la Cour de cassation rendent une décision, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, ils ont eu ça en tête. Ils ont eu peur, on ne veut pas mettre de l'eau sur le feu. Là encore, c'est le pas de vague, et c'est bien le mal de notre société. Le pas de vague, le relativisme entre le bien et le mal, le fait de ne pas prendre une décision qui protège quelque part un policier, mais aussi toute une corporation. Parce que par les temps qui courent, les policiers sont quand même les derniers remparts de notre République. On l'a vu encore il y a peu de temps. Voilà, on l'a vu il y a encore peu de temps. Donc non seulement c'est une décision inflammable, mais en plus ce sont des décisions que comprennent de moins en moins les Français. Parce que, on l'a vu, il y a un fort besoin de protection, que ce soit pour les enfants, mais que ce soit pour les citoyens en règle générale. Et ça aussi, ça fait partie du contrat social. Vous avez raison, on a l'impression que ce qui guide les prises de parole, les prises de décision dans cette affaire, c'est la peur, la trouille. Et c'était déjà ce qu'on avait pu imaginer, ressenti quand on a entendu le président de la République. On est le 24 juillet 2023, c'est quelques heures après la mort de Naël, qui est un drame, bien sûr. Emmanuel Macron est amené à réagir, il est à Marseille, il va avoir ces mots qui lui collent à la peau depuis. Ce sont des violences, elles sont absolument inqualifiables, parce que nous avons vu des scènes qui ont heurté tous nos compatriotes. C'est le retour à l'ordre qui a prévalu. Et je veux ici féliciter le ministre de l'Intérieur, nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers, qui avec beaucoup de courage, durant ces 4 nuits d'émeutes, ont été là. Nous avons su
mettre fin à ces émeutes au bout de 4 jours sans prendre des mesures restrictives de la liberté de chacune et de chacun. Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé et la mort du jeune Naël, et dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Olivier Benkemoun, quand vous avez le président de la République qui dit c'était inexcusable, en fait, il fait le procès avant le procès, donc on ne peut pas s'étonner ensuite des décisions de justice qui sont prises. C'est l'empereur romain qui fait comme ça. Ce jour-là. Alors je dis pour les auditeurs d'Europe 1, vous levez le pouce vers le bas. Qui condamne ce policier, et depuis c'est ce qui prévaut. C'est-à-dire que c'est la condamnation. Mais le problème depuis, c'est qu'on a remis, ça a remis immédiatement en cause la police. C'est-à-dire que toute la police est remise en cause. Aujourd'hui, tout le monde, chaque policier qui est sur le terrain se demande s'il va pouvoir utiliser son arme et pourquoi il est payé dans ces cas-là. C'est-à-dire vraiment tout est remis en cause, me semble-t-il, depuis. Vous levez, vous êtes policier, vous allez sur le terrain et vous vous dites, quand vous avez affaire à ce genre de choses, une voiture qui fonce sur la foule, qui échappe à la police, vous réfléchissez, etc. Vous vous dites mais je vais pas sortir mon arme, ça sert à rien. Pourtant j'ai le droit, je suis payé pour ça normalement, pour protéger les citoyens. C'est beaucoup ce qu'avaient dit les policiers. Je parle sous votre contrôle, Mathieu Vallée, vous êtes ancien commissaire de police. Les policiers disaient mais nous on sort notre arme, c'est ça en fait. Je confirme les propos de M. Benkemoun. Moi, j'échange beaucoup avec les policiers victimes de ces refus d'obtempérer. Vous savez, quand ils sont traînés sur plusieurs mètres, lorsqu'ils sont même percutés, blessés grièvement. Et moi, je pose la question, évidemment, c'est pas transformer les rues en western, mais c'est les voyous qui transforment nos rues en western. C'est pas les policiers, évidemment. Mais c'est important de le rappeler, parce qu'on oublie un peu cette partie-là parfois. Comme ma mère disait, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Mais la réalité, c'est que beaucoup de policiers, je leur dis, mais pourquoi ne pas avoir tenter d'utiliser son arme pour protéger votre vie et les autres, parce que il y a ce récit rapidement qui sont en tête de se dire mise en examen, mise au pilori, mise en détention provisoire, et il y a une vraie peur aujourd'hui du policier et du gendarme de se dire, même si légitimement, légalement, évidemment, dans des gestes dans lesquels ils ont des formations dispensées par l'État, ils ne sont plus aujourd'hui dans l'automaticité de se protéger, et c'est ça qui est très grave. Et moi je le dis, Florian ne devrait pas être poursuivi. Pour moi, il devrait avoir un non-lieu. Voilà, il y a une instruction, et on voit bien que ce policier qui a servi la France dans l'armée à l'étranger, en Afghanistan notamment et au Mali, mais aussi dans notre territoire où il a continué à servir nos concitoyens. Aujourd'hui, voilà comment il a versé médaillé au service des Français. Je ne peux pas en dire autant de Naël. Voilà, ce policier ne l'a pas demandé à ce jeune de reproduire sans permis, mais bien sûr. Mais le drame, c'est que sa mère, elle lui est pas appris correctement à s'arrêter lorsque les policiers ont s'arrêté, à pas prendre sa voiture sans permis. Non mais moi, je n'ai jamais roulé sans permis, Thomas Bonnet. Ma mère m'a élevé seul, j'ai un quartier difficile, et pour autant, j'ai jamais fait de refus d'obtempérer. Le problème, c'est qu'on a abandonné tous ces discours, ces valeurs, ces principes. À chaque fois, c'est l'État qui doit tout résoudre. Non, il faut que les parents aient des conséquences lorsqu'ils n'assument pas l'autorité parentale. La question qu'on se pose, Guilain Benessa, vous qui êtes avocat, c'est cette défiance XXL. Les Français, ils se disent, mais attendez, quand vous avez des individus qui font des refus d'obtempérer, qui manquent parfois de frôler à quelques centimètres près des piétons, des femmes, des enfants, ils s'en sortent plutôt bien avec la justice. C'est tout juste s'ils ont un rappel à la loi. Puis à l'inverse, vous avez un policier dans l'exercice de ses fonctions, lui, il va aller en détention provisoire et possiblement, il va être poursuivi pour meurtre. C'est incompréhensible. En fait, les gens, ils font le rapprochement, je vous le dis. Non, mais évidemment. Je le fais aussi, d'ailleurs. Mais vous inquiétez pas, je te le fais aussi. C'est-à-dire, le problème, c'est que on dit souvent les politiques sont détestés. Les sondages se suivent, c'est pas faux. La classe politique est très discréditée généralement. Mais on oublie qu'à côté d'eux, la justice est extrêmement discréditée depuis longtemps. Les Français n'ont plus confiance en leur justice depuis longtemps. Les baromètres s'additionnent, etc. Maintenant, désolé d'être moins optimiste que vous, Thomas, je crois. Moi, je ne crois pas uniquement que ce soit une volonté de se couvrir par peur ou quoi que ce soit. Moi, je pense, je ne dis pas tous les magistrats, on va encore nous dire qu'on est excessif, etc. Mais je pense que être du côté des flics, c'est, dans la tête de certains, être du côté des populistes. Ça veut dire être des côtés de ceux qui nous défendent et qui n'ont pas les mêmes armes, soi-disant technico-rhétoriques, intellectuelles ou quoi que ce soit, que sont les magistrats et ceux qui détiennent le pouvoir. Je m'excuse, c'est aussi simple. Ouais. Ce qui veut dire que concrètement, dans la peau d'un magistrat... Donc Guilain Benessa, vous dites s'ils font de la politique, en fait. Mais bien sûr qu'ils font de la politique. Mais évidemment, je vais vous donner juste... Prenons un tout petit peu de chance, si vous le permettez. Il y a quelques années, le Conseil constitutionnel, avec à sa tête Laurent Fabius puis Richard Ferrand, ont validé les retraites que les Français ne voulaient pas et ont sabordé la loi immigration. D'accord ? Grand 1. Il y a quelques années, Gérald Darmanin, qui nous prévient depuis des années avec moi, tout va changer, a été obligé de rapatrier un ouzbek radicalisé sur les deniers de l'État parce que le Conseil d'État l'a obligé. Aujourd'hui, la Cour de cassation nous explique
qu'un flic, je le dis comme ça, je ne suis pas moi-même policier, je le dis un peu rapidement, d'accord, qu'un flic qui se retrouve dans une situation ubuesque, un mec lui fonce dessus en voiture, va partir comme ça. Imaginez le délire, vous êtes dans les secondes de votre vie, les fractions de secondes, vous voyez le temps à peine s'écouler. Il sort son arme, naturellement, juste parce que le danger est magistral, est monumental. Et au bout de ça, la Cour de cassation, après toutes les décisions que j'ai égrenées, nous explique qu'il y a potentiellement une tentative de meurtre et qu'il faut pour cela le traduire devant une cour d'assises. Je veux dire, l'absurdité est telle que Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation, question pénale, question civile, on pourrait mettre l'affaire Nicolas Sarkozy là-dedans pour d'autres motifs. Ouais. Vous avez une illisibilité totale et au bout, les magistrats nous disent « Ah, le populisme, c'est pas bien ». Mais c'est normal que les gens demandent des comptes, ils ne comprennent plus rien. Et il y a aussi cette proposition, je crois qu'elle est d'ailleurs défendue par le RN, la présomption de légitime défense pour les policiers, c'est-à-dire on inverse complètement la donne. C'est-à-dire que désormais, il va falloir démontrer que le policier a mal agi. Mais par définition, il sera présumé en qualité de légitime défense. Marc Varnaud, est-ce que vous êtes favorable à ce genre d'initiative? Totalement favorable. Mais au-delà de ça, je crois qu'on a inversé complètement le braquet. C'est-à-dire que l'analyse sur la situation et sur l'affaire Nahel, elle est pour moi totalement fausse, parce que en réalité, Nahel, il a 2 fois été convaincu déjà de refus d'obtempérer. Il aurait été en Allemagne, aux États-Unis, il serait plus de ce monde, parce que la première et la deuxième fois, les policiers lui auraient tiré dessus. Or, dans un pays qui s'appelle la France, je rappelle quand même que vous avez 99,70% de chances qu'un policier vous tire pas dessus et vous tue pas. Et c'est bien le problème, c'est que c'est exactement l'inverse du sujet qui a été discuté. C'est que comme les policiers ont une trouille noire de tirer, parce que justement, on les accuse de meurtre, ils sont poursuivis, donc du coup, ils tirent pas. Mais comme il tire pas, celui qui fait un refus d'obtempérer, pourquoi voulez-vous qu'il récidive pas? À partir du moment où vous risquez rien, que ce gosse, Nahel, 2 fois, il avait fait des refus d'obtempérer. C'est pour ça qu'il a recommencé une 3e fois. Ça devrait faire réfléchir nos politiques. À force d'avoir une espèce d'impunité de fait, on donne un permis aux voyous de récidiver. Et on se retrouve dans une situation où la France n'est plus la France, la justice ne fonctionne plus, les policiers sont démotivés. Ouais. Mais la cause de départ, c'est quoi? C'est qu'il faut sanctionner. Quand on sanctionne pas, on invite à récidiver. Et puis il faut aussi un message politique fort, c'est-à-dire que le même président dont on a réentendu les propos inexcusables, inqualifiables, c'est le même qui, pour l'affaire Liana, nous dit qu'il ne faut pas tomber dans la précipitation et la démagogie. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, si ce n'est de la précipitation et la démagogie? Oui. Et on redécouvre à l'écran ce qu'a dit le président de la République en Conseil des ministres. On ne répond pas à un drame par des cris. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur et qui ne sont pas respectueuses. Monsieur le Président, c'est précisément ce que vous avez fait au mois de juin 2023 après l'affaire Nahel. Donc là, il y a un sujet. Non, Thomas, ça s'appelle le macronisme. C'est le en même temps, non, mais je veux dire, l'un et l'autre. C'est juste dire tout et son contraire, des fois à 2 jours d'intervalle. Donc au fond, Emmanuel Macron, il fait du Emmanuel Macron. Et il le fera jusqu'à l'année prochaine. Avant de parler de l'affaire Crépol, où on a également des rebondissements et des suites judiciaires, on va en parler avec vous, Célia, dans un instant. Un mot rapide avec vous, Mathieu Vallet, parce que c'est une date importante aujourd'hui, et on voulait avoir une pensée aux policiers qui ont été tués à Magnanville. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Vous étiez à une cérémonie ce matin. Oui, on a commémoré la mémoire de Jean-Baptiste Samat et Jessica Schneider. Il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait les policiers du RAID, des policiers du commissariat de Mantes-la-Jolie et des Mureaux qui étaient évidemment présents. Le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police nationale aussi. Un moment de concorde nationale pour nos 2 héros, dont je rappelle que la maman était égorgée devant son petit-fils à l'époque, âgé de 3 ans, Mathieu, qui était présent, qui ressemble énormément à son papa, Jean-Baptiste. Et très très touchant, j'avais les familles en face et les hommes du RAID, quand on sait que ce sont eux qui ont sauvé ce gamin des griffes de ce terroriste islamiste qui a été neutralisé par le RAID pour sauver ce petit gosse, et que Jean-Baptiste a été lardé de coups de couteau devant le domicile, et que ses premiers cris ont été pour alerter le voisinage, non pas pour sauver sa peau. On voit déjà l'altruisme et l'intérêt général qui animait ce couple de policiers. Ça a marqué toute une institution, et ce matin il y avait beaucoup d'émotions, c'est vrai. Et il faut pas oublier ceux qui sont morts pour la France et qui en réalité, je pense, ne sont pas assez honorés. Et c'est bien que chaque année on leur rende hommage, une fois au commissariat des Mureaux, puisque Jean-Baptiste était chef de la brigade de sécurité urbaine, et une fois au commissariat de Mantes-la-Jolie, puisque Jessica était secrétaire administrative, policière administrative, pleinement couple de policiers tous les deux. La République a eu beaucoup d'émotions partagées, les yeux rougis de toutes parts, et je voyais ces hommes du RAID en face de moi qui auraient voulu évidemment pouvoir sauver cette maman qui était aussi des griffes islamistes, mais ils ont tant fait déjà pour permettre à ce petit de grandir. Et je lui ai même demandé s'il avait encore le ballon avec les signatures de l'équipe de France, puisque à l'époque il avait pu voir l'équipe de France au Stade de France, et ça a été un moment très touchant qui avait été diffusé sur les médias. On s'associe bien sûr à
à cet hommage que vous avez rendu. La police, la gendarmerie, l'armée, ce sont des grandes familles et ils savent aussi qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. C'est l'occasion aussi de parler de cette association Orphéopolis qui vient en aide justement à ces enfants dont les parents, policiers ou gendarmes, sont tombés dans le cadre de leur travail ou parfois pas d'ailleurs. Hervé Poyer, le président de l'association, et avant Stéphane Boutelier-Avonville qui est décédé, paix à son âme, consacre leur vie à ces 3000 orphelins. Policiers blessés, policiers tués, mais aussi policiers qui se suicident. Parce qu'on parle des agriculteurs à juste titre tous les 3 jours, mais en France aussi, on a une profession qui est le plus exposée au suicide, qui sont les policiers et les gendarmes. On en vient à l'affaire Crépol. Nouvelle information autour du procès Célia. Le parquet de Valence requiert le renvoi de 11 personnes pour le meurtre de Thomas à Crépol. Qu'est-ce qu'on sait? Quelles sont les informations dont on dispose ce soir? Oui, 11 personnes sur les 14 qui étaient initialement mises en examen. Et donc, le parquet de Valence demande dans son réquisitoire définitif que nous avons pu consulter que 11 accusés, aujourd'hui âgés de 21 à 23 ans, soient renvoyés devant la cour d'assises des mineurs pour homicide et tentative d'homicide sur 2 personnes. Donc homicide parce que, en l'occurrence, c'est pour le meurtre de Thomas Perotto. Le parquet demande ce renvoi parce qu'il y a aussi un seul était mineur et âgé de 17 ans au moment des faits, donc un renvoi devant la cour d'assises des mineurs. Ça sera un procès donc à huis clos. Il y a un procès, le procès, il interviendra. On pense au courant semestre, dernier semestre de 2027. Durant leurs auditions, l'ensemble des mises en examen, des mises en cause, nient avoir porté le coup mortel. On parle également d'un silence au niveau des interrogatoires, d'une non-coopération avec les enquêteurs. À noter également que la circonstance aggravante de bande organisée qui avait été retenue lors de l'ouverture de l'information judiciaire n'a pas été retenue par le parquet. Et il n'y a pas non plus le motif racial qui a été retenu. Donc pas de bande organisée, pas de motif racial retenu. C'est-à-dire que les peines encourues vont être plus basses, plus faibles que si le caractère de bande organisée avait été retenu. Et donc on peut s'attendre à un procès fin 2027 avec ce réquisitoire définitif qui montre à nouveau l'avancée de ce drame de Crépol qui a causé la mort de Thomas Perotto. Merci Célia Barotte. Je retiens homicide involontaire, pas de circonstances aggravantes pour bande organisée. Pas de motif racial aussi, malgré les nombreux témoignages qui allaient en ce sens, qui ont été très vite écartés, Marc Verano. C'est-à-dire que très rapidement, les enquêteurs ont dit non, mais ça... Pourtant, énoncé dans la procédure. Alors, pourtant, ils avaient été au départ dans la procédure, et puis ça n'existe plus dans cette décision. Je crois qu'il y a un sujet dont on parle souvent, malheureusement, qui est celui de la qualification des actes par les juges. Je crois qu'il est temps que la qualification ne soit plus décidée par quelqu'un d'autre que par le ministre ou que par un politique. Ça suffit, c'est insupportable. Lorsque vous avez des tentatives d'homicide contre des policiers, vous avez des voyous qui tirent des mortiers d'artifice à bout portant à 2 mètres, la qualification, c'est trouble à l'ordre public pour qu'on puisse leur mettre 1 mois de prison avec sursis au maximum, alors que ces tentatives d'homicide contre un dépositaire de l'autorité publique, le tarif, c'est les assises et éventuellement 30 ans. Les juges passent leur temps en France dans les affaires sensibles à mal qualifier volontairement pour que les peines encourues par les responsables soient les plus faibles possibles. Il faut le dire et le répéter. C'est un scandale, c'est invisible, c'est dur à décoder, mais là dans l'affaire de Crépol, 11 personnes sont envoyées dans les assises, il y a eu 4 blessés graves dont 1 mort. Il n'y a pas de bande organisée. Il n'y a pas de bande organisée, il n'y a pas de motif racial. Quand vous dites volontairement, ce sont des propos qui vous appartiennent. On ne peut pas ici dire que les juges volontairement retiennent ça. On peut s'interroger. Alors on peut poser la question inverse, mon cher Thomas. La question inverse, c'est pourquoi n'ont-ils pas retenu? Il s'explique. C'est évidemment la question qu'on se pose, bien sûr. Il s'explique. Non, mais moi là aussi la question que je me pose, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui qui a porté le coup de couteau fatal. La personne n'a pas été identifiée. Il y a vraiment une omerta du côté des mises en cause. Ils ne coopèrent pas, disons-le, avec la justice. Il y a eu des reconstitutions qui ont été effectuées. Ça s'est très mal passé. Le comportement a été très mal perçu de la part de ces individus. Il y a quand même un sujet dans le sujet, si je peux me permettre, Guilain Benessa. Alors juste, je déplace un tout petit peu le problème, mais pour répondre à votre question, la question fondamentale pour moi, c'est la question du qui. Je m'explique. Le problème, c'est qu'on dit il y a le droit ou les magistrats, mais il y a des magistrats avec des visages, des sensibilités, des noms, ça dont on parle quasiment jamais. Eux le font des fois avec le mur des cons, mais dans l'inverse, on le fait rarement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est juste une petite pour qu'on puisse décoder l'affaire et décoder les affaires judiciaires. Aujourd'hui, le patron du Conseil d'État depuis quelques semaines à peine, c'est Marc Guillaume. Marc Guillaume, nommé par Emmanuel Macron. Marc Guillaume était secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Et avant ça, il a œuvré comme conseiller d'État. Il avait clairement une grille
je passe les détails, mais assez idéologique. Et comme par hasard, l'un des affiliés de Marc Guillaume, c'est l'actuel président de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est Mathias Guillaumard, choisi par Emmanuel Macron. Pourquoi je raconte ça ? Parce que c'est justement ce que je m'applique à faire, vous avez gentillesse de me rappeler mon dernier bouquin tout à l'heure, c'est de passer outre l'institution pour montrer que c'est uniquement des réseaux qui se cooptent, se choisissent, s'entraident, se connaissent. Alors je ne dis pas par là qu'ils sont mauvais, c'est pas le sujet. Je dis qu'au bout, quand vous avez une certaine façon de juger et de lire la politique, les affaires, la criminalité, la justice, la police, etc., au bout, ça se répercute dans les décisions rendues, qu'elles soient rendues par le Conseil d'État, par la Cour de cassation, sur le terrain de Naël hier, etc. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas forcément le cas précisément là. En tout cas, ça rejaillit un peu partout. Il faut comprendre le bain dans lequel tout ça vit, sinon on passe à côté. Mathieu Vallet, sur cette décision de justice autour des accusés de Crépol, le fait qu'ils ne retiennent pas certains motifs, certaines circonstances aggravantes, est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne ? La violence qu'il faut rappeler, c'est quand même qu'un gamin de 16 ans part à un bal avec des amis, que le lendemain on sonne à la porte de ses parents pour leur dire que votre gamin est mort, qu'il a été tué à coups de couteau. Et d'ailleurs, moi j'ai lu quelques journaux, c'est la phrase, vous parlez de la circonstance de bande organisée qui avait été abandonnée, c'est la Béronne, mais regardez, il est établi qu'ils sont partis ensemble, donc un but d'aller dans ce bal, dont certains munis de couteau, mais pas suffisamment caractérisé pour tuer. Donc je sais pas ce que c'est que quand on va ensemble à un bal muni de couteau, c'est pas pour couper le jambon, pour couper de la drogue, ou c'est pas comme si c'était une. Ah oui, d'accord, ok. Mais je vous rappelle parce qu'en non mais j'ai rappelé. Et voilà, mais c'est cette culture de l'excuse, pas la vôtre évidemment, mais celle que vous évoquez, qui est en train de faire crever notre pays, notre système judiciaire, et qui font que les 3/4 des Français n'ont plus confiance en la justice. Voilà, moi je généralise pas, mais la réalité, elle est là. Et par contre, tant mieux si personne ne veut dénoncer, évidemment. En étant sincère, celui qui a porté les coups de couteau, la jurisprudence, c'est le parquet qui le dit, elle dit qu'ils sont tous co-auteurs du meurtre, ou en tout cas dans tentative de meurtre pour les autres jeunes qui ont été victimes des coups de couteau. Donc personne ne veut se dénoncer, comme ils étaient tous sur place et qu'ils ont contribué à ce que ce jeune décède, ils auront tous les mêmes comptes à rendre. Voilà, la réalité, elle est là. On marque une très courte pause, on reviendra sur les obsèques, le moment bouleversant cet après-midi à Fleurance dans le Gers, obsèques de Liana. On partira sur place dans quelques instants et puis on parlera aussi avec Olivier Benkemoun d'autres obsèques, celle de Bernadette Chirac, où là aussi c'était un grand moment d'émotion. A tout de suite dans Punchline, on revient dans quelques instants. Punchline, 18h, 19h. Thomas Bonnet sur CNews et Europe 1. 18h40, vous regardez Punchline et vous écoutez Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va prendre la direction de Fleurance dans le Gers où nous attend notre envoyée spéciale Régine Delfour qui a suivi pour nous ces obsèques, cette cérémonie d'obsèques cet après-midi. On le disait, Régine Delfour, ça a été un moment d'intense émotion. Il y avait beaucoup d'habitants des environs qui s'étaient réunis. Beaucoup d'émotions, je le disais, et de la colère aussi. Et c'est ce que vous avez entendu, recueilli, les témoignages que vous avez recueillis cet après-midi. Oui. Oui, absolument, Thomas. Beaucoup d'émotions de la part de ces habitants et beaucoup d'habitants de Fleurance qui a fait le déplacement, mais aussi des habitants qui sont venus de beaucoup plus loin. On a vu beaucoup de personnes un petit peu plus âgées puisque c'était à 14h30. Il y avait beaucoup de personnes donc qui travaillaient. Donc on a pu échanger avec notamment des grands-parents qui nous disaient être grands-parents, mais aussi arrière-grands-parents, être extrêmement touchés par cette cérémonie civile, par le meurtre de la petite Liana, puisque certains avaient des enfants des petits-enfants qui ont le même âge que Liana. Et donc, vous l'avez dit, Thomas, aussi beaucoup de colère, de la colère et de l'inquiétude surtout, parce qu'il y a eu ces dysfonctionnements. Ils se demandent si leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants sont en sécurité. Et il y a donc aujourd'hui, c'était vraiment le recueillement. Mais il y a toujours cette colère et elle n'est pas près de retomber, Thomas. Merci beaucoup. Merci Régine Delfour. Merci également à Timothée Forget qui vous accompagne derrière la caméra. Adrien Fontenot nous raconte cet après-midi pleine d'émotions, des prises de parole et puis bien sûr beaucoup de tristesse dans les rangs de ces habitants qui sont réunis par centaines autour du cercueil de la jeune Liana. Le sujet d'Adrien Fontenot. Liana, douce étoile, au regard lumineux. Une cérémonie en musique. Tu as quitté la terre pour un chemin silencieux. Pour une enfant décrite comme solaire, aux obsèques de Liana, les hommages se sont multipliés. D'abord, dans les mots du maire de Fleurance, Grégory Bobato. Nous ne sommes pas dans un combat.
mais dans un deuil intime, celui des parents, celui d'une famille, et un deuil collectif, celui d'une ville, d'un territoire et d'un pays qui perd un enfant de trop. Ton sourire éclaire mes jours. Toujours en musique, chère à Liana, des ballons ont été lâchés. Les colombes se sont envolées. Une cérémonie emplie d'émotions pour Lorena, une de ses meilleures amies. Tous les matins, elle me faisait des câlins, je la rassurais quand elle se faisait harceler. On était très proches et c'est dur que tous les matins, je pourrais plus la voir. Des obsèques dans la plus stricte intimité, famille et proches soudés. Et des émotions partagées par de simples habitants de Florence. Je suis maman, mamie, arrière-grand-mère, et que c'est des drames tellement terribles. Triste, très triste. Oh oui. Non, je suis désolé, je peux pas. Avant l'inhumation, le maire et ses adjoints ont encerclé le cercueil. L'écharpe tricolore de l'élu déposée sur le dessus. Comme un dernier au revoir de tout un pays à Liana. Beaucoup d'émotions et je trouve que le maire de cette commune, Grégory Bobato, a quand même un comportement et des propos qui sont très appropriés quand on voit parfois la défiance qu'il y a entre les citoyens et les responsables politiques nationaux. Je trouve que lui arrive à remettre un peu de bon sens et un peu et des mots à hauteur d'homme, j'allais dire, et assez humain sur l'émotion qu'il nous partage. On a perdu, oui, une fille. La France a perdu une fille. C'est ça aussi la réalité de cette histoire, Véronique Jacquet. Oui, c'est le capitaine d'un bateau là qui est brinque-ballé par la douleur, hein, ce maire. C'est quand même très très symbolique de mettre son écharpe de maire sur le cercueil de cet enfant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment toute une commune qui est touchée dans sa chair, disons les choses.